All right, everyone. Très bien, tout le monde. Bienvenue et merci de vous être joints à nous à la réunion multipartite de l'Alliance NCD dans la région africaine qui s'appelle Inspirons le changement en plaçant les individus en premier, façonnons des systèmes de santé responsifs, réactifs pour les personnes qui vivent avec des maladies non transmissibles dans un monde de COVID. Nous avons l'interprétation qui est accessible aujourd'hui en français. Durant cette session, la fonction a déjà été activée et est disponible en cliquant sur le bouton Interprétation en bas de votre écran où vous pouvez sélectionner la langue que vous souhaitez entendre. Nous avons encore de nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. Pour ceux d'entre vous qui sont dans ce cas, merci de vous être joints à ce dialogue de la région africaine pour inspirer le changement en plaçant les individus au premier pour façonner des systèmes de santé réactifs pour les personnes qui vivent avec les MNT dans un domaine en période de COVID. Je vous écoute. Vous pouvez utiliser la fonction de chat si vous avez quelques difficultés techniques que ce soit moi-même ou Pam ou Ila ou Hermès ou mes collègues qui seront également là pour nous aider dans les aspects techniques. Avant de commencer, quelques notes d'ordre pratique. Si vous voulez contribuer, partager les idées, perspectives ou commentaires, utilisez le chat. Si vous voulez poser des questions, utilisez les questions-réponses. Vous trouverez ces deux fonctionnalités en bas de votre écran. Notez que cette réunion sera enregistrée pour documentation et est également diffusée en ligne sur Facebook pour pouvoir permettre une participation plus grande. Je vais maintenant passer la parole à Madame Cathy Dane, PDG de l'Alliance NCD. Katie, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis Katie Dane, PDG de l'Alliance NCD et tout d'abord, je voudrais vous accueillir à ce dialogue multipartite pour la région Afrique qui s'appelle l'inspiration des changements pour remettre les personnes au cœur de nos considérations pour les personnes qui vivent avec des MNT dans un monde COVID. Nous sommes ravis d'avoir un certain nombre de distingués intervenants aujourd'hui de la communauté NCD à la fois au niveau mondial, mais aussi de la région africaine, y compris des individus qui vivent avec ces maladies non transmissibles dans le dialogue. Aujourd'hui, c'est nous qui organisons cela, l'Alliance NCD, avec le soutien d'une accès accéléré, une compagnie multipartite qui essaye d'aider dans ce sens dans les pays à faible revenu ou revenu moyen. Merci d'accélérer tête pour leur participation et permettre que ce dialogue puisse être organisé. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec nous, je suis sûr que c'est le cas pour un grand nombre de personnes présentes. Nous sommes un réseau de la société civile qui rassemble une communauté unique de 270 membres de différents pays pour pouvoir prévenir les effets et les décès de NMT. MNT, nous sommes ravis d'avoir 95 membres pour l'Afrique qui appartiennent à cette alliance et deux régions de alliances régionales qui travaillent sur la sensibilisation et la défense et les soutiens, les conseils pour les personnes qui vivent avec les MNT au travers du continent. Nous travaillons également avec le secteur privé, les institutions pour transformer cela en action. Le dialogue d'aujourd'hui est un dialogue très important et très opportun dans le temps. Le NCD est dans sur le point d'être devenir la principale cause de décès dans la région africaine. Les MNT sont responsables de 3,2 millions de décès dans la région africaine en 2019 d'après l'OMS et c'est une cause de mortalité majeure dans l'Afrique d'ici 2025. Donc, ceci indépendamment de l'impact de COVID-19 qui est vraiment le point focal de notre dialogue régional aujourd'hui. D'après donc les données actuelles, la pandémie COVID affecte 87 pays dans la région, 3,2 millions de cas communicatifs et 83 000 décès ont été rapportés, alors que
Nous sommes si familiers avec la communauté ANCD. Nous avons expérimenté la COVID comme symptomatique avec ceux qui vivent avec les MNT qui ont été impactés de manière disproportionnée de nombreuses manières. Dans la région africaine, l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'asthme sont des comorbidités les plus associées aux patients de la COVID-19. Et c'est aussi, ce n'est pas aussi le lien direct qui est si alarmant, en fait, entre la COVID et les décès dus aux maladies non transmissibles. L'interprète s'excuse, la connexion a été perdue. Il semblerait qu'il y ait un problème de connexion avec Katie Dane. Je crois que nous avons perdu Katie, que sa connexion a disparu. Aminatou, vous voulez qu'on continue? Oui, il semblerait en effet que Katie ait quelques difficultés, donc je peux prendre la parole. Je suis Aminatou Sour. Je suis le leader pour le Centre régional de l'Afrique de l'Ouest pour le travail de PAF au Sénégal et nous avons une division de la NCD qui travaille au travers de la région et ceci est vraiment un honneur de pouvoir animer cette discussion et ce dialogue si important. Comme nous l'avons fait au début, pour ceux d'entre vous qui se sont joints à nous, vous pouvez avoir accès à l'interprétation en français. Avoir l'interprétation en français en cliquant sur interprétation et en choisissant votre langue. Et vous pouvez mettre en muet la langue originale, comme ça vous serez plus confortable. I'm switching back maybe to English. We really Je vais revenir à l'anglais. Nous voulons vraiment que ce dialogue soit aussi actif et vivant et interactif que possible. Utilisez le chat, utilisez la fonction de questions-réponses, partagez les ressources, les commentaires sur ce que vous entendez dans ces deux fonctionnalités. Puis, si vous avez des questions, assurez-vous de les indiquer dans la section des questions et des réponses Q&A. Comme ça, cela n'est pas perdu dans les conversations et nous garderons un œil sur ce qui est discuté. Donc, la COVID a montré un point de fracture dans les systèmes de santé, les écarts, les pénuries qui existaient par rapport à la provision de soins primaires pour les personnes qui vivent avec des MNT sont plus exposées à la COVID alors qu'il n'y avait pas de solution offerte pour nous et cela a créé des perturbations dans la provision des services, la prestation des services et a montré en avant les disparités, les différences entre les différents systèmes au travers des NCD, les systèmes de santé qui étaient les moins adaptés par rapport aux personnes qui souffrent de MNT et c'était moins bien protégés d'un domaine qui a été composé et qui ensemble a augmenté le risque de ceux qui vivaient avec les maladies LCD, donc de pouvoir ainsi être fortement affectés par le virus. Il y a tellement d'adaptations rapides telles que pour le VIH, les services de malaria et autres tuberculoses peuvent être appliquées ici également. Donc, dans ce sens, nous travaillons avec nos partenaires, la NC de l'Alliance NCD, de pouvoir avoir assuré l'accès au traitement de NCD, des MNT, après la COVID, et si bien que les personnes qui vivent avec les MNT ne soient pas oubliées. Nous sommes encore au milieu de cette crise, n'est-ce pas? Et cela fait partie d'une série de réunions multipartites régionales de dialogue organisées avec l'Alliance NCD entre mai et juin cette année avec nos partenaires. Et nous commençons donc avec la région africaine et cette région de dialogue multipartite de la région Afrique a pour ambition d'avoir une approche commune de la région pour traiter des MNT, assurer la couverture universelle de santé et nous assurer que personne ne soit laissé pour compte afin de mieux reconstruire et avoir un monde plus juste après la pandémie COVID-19.
Nous allons écouter nos intervenants dans 3 phases et qui partageront leurs expériences et leur expertise. Nous aurons un discours liminaire du professeur Omilola et 2 discussions de panel qui seront également prévues. Et après chaque panel, nous aurons une vingtaine de minutes de discussion avec une intervention de questions et de réponses ensuite pour conclure notre séance avec l'audience. Donc, nous vous encourageons à soumettre vos questions dans le Q&A, les questions-réponses, de discuter pendant que nous présentons cela et vous pouvez adresser les questions à l'intervenant de votre choix et tous les participants peuvent ainsi se joindre à la discussion et je suis sûr que les intervenants seront ravis de répondre à toutes vos questions. Ceci étant dit, je suis absolument ravi de pouvoir vous présenter professeur Babatunde Omilola, qui est actuellement le responsable de la division santé publique, sécurité et nutrition à la Banque africaine de développement. Dans ce rôle, il est responsable pour la gestion des subventions de plusieurs milliards de dollars en réponse de la banque en riposte à COVID et en matière de financement, placer les individus au cœur de considérations et critiques. Merci, Dr Omilola, d'être avec nous et merci de nous présenter le concept de placer les individus au cœur des considérations vu le contexte régional actuel. Merci beaucoup, Madame la modératrice, et salutations à tous les participants. Je tiens vraiment à vous remercier de m'avoir invité d'être votre intervenant de discours liminaire dans un sujet opportun, en particulier dans cette époque de la COVID-19. Commençons par vous dire que les maladies non transmissibles que nous pouvons aussi appeler des maladies chroniques de longue durée ont des effets dans différentes régions du monde, en particulier dans la région africaine. Ce que nous savons au niveau mondial, c'est que les MNT, maladies non transmissibles, tuent entre 30 millions de personnes par année et 75 des MNT se trouvent dans les pays à faible ou revenu moyen. Comme nous l'avons entendu de la part du PDG, le problème principal ici conclut les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies chroniques respiratoires et le diabète. Ces groupes de maladies représentent plus de 80 de tous les décès prématurés dus à des maladies non transmissibles. Il y a également tellement d'impacts socio-économiques de ce type de maladie. Tout d'abord, bien sûr, la pauvreté qui se retrouve avec les maladies non transmissibles et une augmentation croissante des MNT et va avoir des effets négatifs sur les différentes initiatives qui sont lancées, en particulier dans les pays africains. Les soins de santé par rapport aux maladies non transmissibles peuvent épuiser beaucoup de ressources rapidement et dans le cadre des ODD qui définit des cibles de réduction de la mort de décès prématurés de la part de maladies non transmissibles d'un tiers d'ici 2030. C'est un vrai défi pour nous et nous savons que c'est une cible et un objectif de réduire les décès prématurés de un tiers d'ici 2030 et c'est ce sur quoi nous travaillons ici à la Banque africaine de développement. Je voudrais également mentionner que nos maladies, les maladies non transmissibles affectent davantage les pays à faible revenu que dans d'autres parties du monde. Dans le cadre de l'Afrique, ce que nous savons de la part de l'OMS, c'est que les décès de maladies non transmissibles vont probablement augmenter au niveau mondial de 17 dans les 10 années à venir et la région africaine va expérimenter une croissance beaucoup plus élevée. Cela signifie 28 millions de décès supplémentaires dus à ces maladies non transmissibles qui vont se retrouver dans les questions de nutrition et autres problématiques qui existent dans la région. Donc, ceci est très important. Et cette augmentation relative des maladies non transmissibles et des décès qui sont rattachés à cela, et cela va être encore plus fort ici pour l'Afrique. Comme nous le savons, il y a un certain nombre de facteurs et de communicants par rapport à ce type de maladie. Bien, quelques-unes d'entre eux, nous connaissons bien sûr la population, les croissants et les modes de vie, etc. Donc,
Qu'est-ce que nous devons faire en matière de prévention et de contrôle de maladies non transmissibles, en particulier en Afrique? Nous devons avoir une approche globale, commune pour le faire. Ce que nous savons, c'est que d'ici 2018, dans le cadre de la déclaration politique sur le sujet en 2018, reconnaît le rôle des personnes qui vivent avec les personnes qui vivent avec les maladies non transmissibles en tant que la réponse et reflète une transition pour avoir une approche plus placée sur les individus, sur la base des principes des ODD de laisser personne pour compte. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est que nous devons acquérir une implication significative des personnes qui vivent avec les MNT, de contribuer au processus de prise de décision pour la santé. Ceci comprend l'inclusion dans la couverture universelle de santé doit être inclus pour justement combattre la fragmentation de l'existence. Nous devons également améliorer la surveillance de ce type de maladie et de pouvoir apporter des réponses sur l'espace au quotidien que nous connaissons. Comme nous le savons, lorsqu'on considère les organisations de taille mondiale, nous avons défini un certain nombre de choses qui peuvent être faites par rapport à la prévention de maladies non transmissibles. Je vais juste les mentionner rapidement. Tout d'abord, la réduction de l'utilisation du tabac et la réduction de l'alcool, la consommation de l'alcool et la réduction et l'augmentation de l'immobilité active. Cinquièmement, de traiter les maladies cardiovasculaires et le sixième est de prévenir et traiter les cancers correctement. Parce que je vous parle depuis le groupe de la Banque africaine de développement. Nous savons que les finances sont importantes et pour nous, pour traiter ces questions, nous devons nous assurer de pouvoir financer la riposte à la réponse et les maladies non transmissibles. Je vais partager quelques statistiques sur ce sujet. Donc, les maladies non transmissibles, les MNT, représentent la cause de 70 des décès dans l'ensemble du monde. Les sommes de développement pour l'aide est de moins de 2 Bien sûr, cela montre un désintérêt général dans le financement de la riposte à apporter pour le traitement des maladies non transmissibles. Cela signifie qu'il y a une tendance à ce que les retours et les investissements ne sont pas les plus adaptés pour pouvoir et augmentent les coûts de capitaux. La montée en maladies non transmissibles va créer une multitude d'autres maladies qui sont déjà fortement sous pression, comme nous l'avons vu dans le cadre de la COVID-19 en Afrique. Maintenant, les dispositifs antirespiratoires n'est pas approprié actuellement pour ce qui est en croissance rapide. Et c'est la raison pour nous, je crois que ce sont les trois domaines qui sont importants si nous voulons vraiment nous assurer que les financements en réponse à la lutte contre les maladies non transmissibles est adéquat. Premièrement, nous devons nous focaliser sur la couverture universelle de santé, davantage d'assurer que les systèmes de santé soient renforcés de manière systématique et d'avoir une réponse plus centrée sur les individus, comme nous l'avons vu dans d'autres coins du monde. La couverture universelle de santé devrait aider à réduire les inégalités et éliminer les barrières pour nous tous et tous les efforts pour pouvoir encourager les actions communautaires. Et ceci est important pour nous, en particulier si nous voulons réaliser les ODD relatifs à la santé d'ici 2030. Le deuxième élément que nous devons considérer et nous devons investir dans le développement d'infrastructures de santé appropriées. Ce que nous avons remarqué de notre côté, c'est qu'il y a une planification qui manque de consistance par rapport à la planification, l'allocation des ressources, des compétences, des personnels qualifiés et toutes les aides du secteur public, privé et public est inappropriée en fait pour pouvoir traiter de cela qui est en forte croissance. Donc, nous devons faire quelque chose. En rappel, c'est que nous pensons qu'en matière de financement, ce que nous devons faire, c'est investir davantage dans les technologies numériques de plus en plus, ce qui devra nous aider à autonomiser l'implication des patients dans leurs propres soins et nous devons faire cela. Je vais maintenant vous dire que le financement des réponses dans ce sens nécessitera un niveau de participation très élevé, beaucoup de volonté politique et ce qu'on entend aussi par le partenariat pour pouvoir avoir une riposte appropriée. La manière de faire cela, il y en a nombreuses. Je vais présenter 6 de ces manières. Premièrement, la participation intelligente. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît?
Je disais juste, vous avez dépassé les 6 minutes. Donc, les mécanismes de financement devront inclure de financement intelligent, l'évaluation de l'impact, des fonds catalytiques, et tout cela peut être réalisé. Je vais dire ensuite que du côté de la Banque de développement africaine, un des domaines où nous pensons que le secteur de santé est important et qu'il y a en fait différentes manières de renforcer les systèmes de santé. Le partenariat est un d'entre eux et c'est la raison pourquoi nous sommes absolument ravis de cela et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de la riposte à la COVID-19 et nos conseils d'administration ont approuvé 10 milliards de dollars de fonds de relance pour l'ensemble du continent et une partie de cela sera dédiée pour le partenariat public-privé et l'établissement de collaboration entre les deux. Je vais juste conclure avec 3 déclarations très rapidement. Premièrement, les maladies non transmissibles qui seront les plus importantes en Afrique nécessitent un besoin immédiat de pouvoir remédier aux besoins et combler les lacunes. Deuxième déclaration, le rôle des personnes qui vivent avec des MNT celui de la société civile doivent être impliqués de manière significative dans la prise de décision des maladies non transmissibles au niveau global, national et aussi communautaire. Et enfin, l'investir dans les maladies non transmissibles et des traitements de prévention nécessite un engagement de tous les gouvernements d'augmenter le financement domestique et de pouvoir rendre un environnement propice pour le secteur privé. Et tout cela ne peut être réalisé qu'au travers d'un partenariat significatif et de dialogue de ce type. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Omilola. Vous avez donc très bien expliqué la raison pour laquelle nous avons maintenant ce dialogue, parce que les MNT atteignent les pays à revenus faibles et intermédiaires plus que les autres pays de par le monde et que les investissements manquent dans ce domaine. Et bien sûr, nous parlons de personnes et les personnes ne sont pas des maladies. C'est pour ça que je veux vraiment inviter Chris Agbega à nous expliquer pourquoi les personnes et les communautés doivent être au centre dans la réponse aux MNT en cette période de COVID-19. Monsieur Agbeba est handicapé, il vit avec un handicap et il est responsable de la société de handicap au Ghana. Et donc, merci à l'avance, Monsieur Chris Agbeba, de partager vos expériences avec nous. Merci beaucoup pour cette occasion de pouvoir vous parler et de partager mon expérience. Ce que je vais également faire, c'est avec les vastes connaissances qu'a partagé le Dr. Omilola, je vais essayer d'enfoncer un message. Et ce message, et j'utiliserai le mot impact. Donc, mais tout d'abord, je veux dire que tout le monde qui souffre du COVID-19 et de son impact en Afrique en ce moment est dans mon cœur et dans mes prières. C'est alarmant. Nous suivons ce qui se passe dans nos pays frères et sœurs à travers le continent et également globalement. Nous pensons à tout le monde qui souffre de ce qui se passe actuellement. Et je veux juste utiliser le mot impact. L'effet du COVID-19 sur les personnes avec des MNT est extrême et sévère. Et si quelqu'un essaye de dire que ce n'est pas un fait, cela veut dire cette personne ne fait pas attention à ce qui se passe. Avant le COVID, les personnes avec des MNT traversaient déjà des défis importants, que ce soit l'accès à la santé, que ce soit l'aspect à des services spécifiques. Ils souffraient de stigmatisation et de discrimination au sein de leur communauté et au sein de la société dans laquelle ils vivent et toutes sortes d'autres problématiques. C'était ça la situation des personnes avec des MNT, même avant le COVID. Donc, ce que COVID a fait, il a
pris cet impact d'avoir une maladie non transmissible d'un niveau déjà très difficile à un niveau encore pire. Moi-même, en tant qu'exemple, mes besoins en termes de médicaments ont accru, mais ma couverture de santé universelle ne couvre plus mes besoins de santé. Et je parle pour la communauté des personnes vivant avec des MNT et les défis auxquels ils sont confrontés dans cette période. Malheureusement, les gouvernements et leurs interventions ne s'adressent pas aux besoins clés des personnes vivant avec des maladies non transmissibles. Voilà, prenez cet exemple. Tout le monde est heureux de voir le déploiement des vaccins. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour certaines catégories de personnes avec des MNT, ils ne peuvent pas prendre les vaccins sans passer par un certain niveau de surveillance où les professionnels de santé doivent retirer leurs médicaments pendant une période pour qu'ils puissent prendre le vaccin avant de pouvoir recommencer à reprendre des médicaments qu'ils doivent prendre quotidiennement. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter ce que M. Babatunde a dit, mais ce que je veux juste dire, c'est que si le COVID a eu un impact et un impact sur les personnes avec les MNT, il faut se concentrer sur le fait que nous devons amoindrir l'impact du COVID. Si nous voulons vraiment le faire, nous devons amoindrir l'impact sur les personnes avec des MNT. C'est là où c'est ce qui est le plus important pour moi. Et c'est quelque chose que je continue à répéter et que je continue à répéter parce que les interventions gouvernementales pour le moment, que ce soit au Ghana ou dans d'autres parties de l'Afrique, devraient être centrées sur les personnes. Et par les personnes, je veux dire les personnes vivant avec des MNT. Il faut penser à leurs besoins. Il faut penser à leur expérience vécue. Les personnes en ce moment souffrent de ce que j'appellerais une crise et c'est une expérience vécue. Et cette ressource d'expérience vécue est ce qui sera le moteur de l'impact des interventions. Une fois que l'on fait participer les personnes souffrant de MNT et qu'elles font partie de la politique elles-mêmes, la mise en œuvre et le financement de ces politiques auront l'impact que nous voulons. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons nulle part. À cause des restrictions de temps, je ne vais pas répéter ce que le Dr Babatunde a dit, mais comprenons que si nous voulons vraiment avoir un impact, il faut investir beaucoup dans les besoins des personnes vivant avec des MNT. Parce qu'une fois que nous le faisons pour eux, nous le faisons pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. C'était un témoignage très important sur ce à quoi sont confrontées les personnes avec des MNT dans cette période de pandémie. Je pense que vous avez montré le ton de ce dialogue. Je voudrais répéter à toutes les personnes présentes que vous pouvez poser vos questions dans la fonction questions et réponses ou bien dans la fonction chat, participer aux discussions de cette manière. Vous pouvez, que ce soit ce que M. Babatunde ou ce que M. Agbeba ont dit, c'est vraiment, nous voulons que vous partagions aussi vos expériences et vos expériences vécues et donc d'alimenter la discussion de cette manière. Donc, après nos deux premiers intervenants qui nous ont vraiment clairement montré le ton, nous allons maintenant passer à notre première discussion de panel. Et donc, c'est comment pouvons-nous façonner l'avenir des MNT en donnant la priorité aux personnes. Nous allons avoir une perspective régionale sur l'importance des approches communautaires. Nous avons deux intervenants
D'abord, le docteur Jean-Marie Dangou, qui est coordinateur du programme MNT au cluster UCN de l'OMS Afro, et le docteur Ephantus Marie, qui est chef du département NCD au ministère de la Santé du Kenya. Nous avons également Madame Léa Kilenga, qui est fondatrice et directrice de l'Organisation africaine de la drépanocytose, et le docteur Kashik Ramaya, qui est président élu du réseau africain MNT. Et nous allons commencer avec le professeur Jean-Marie Dangou. Vous êtes coordinateur du programme de gestion MNT à l'OMS Afrique, et donc vous avez participé à la réponse au COVID. Donc, compte tenu des nombreuses intersections entre les MNT et le COVID-19, d'après vous, quels sont les principaux impacts sur les systèmes de santé exposés et les perturbations des services de ces systèmes de santé qui ont été observés pendant la pandémie de COVID-19? Merci beaucoup, Madame la modératrice, Mesdames et Messieurs. Je suis ravi de pouvoir participer à cette discussion très importante et de participer aux apprentissages sur les intersections entre le COVID-19 et les MNT. L'OMS a réalisé un sondage pour avoir une vision d'ensemble de quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés et pour pouvoir soutenir la planification des politiques et le dialogue. Cela nous a également permis d'identifier les blocages et d'identifier certaines solutions pour y surmonter. Alors, le premier tour du sondage a eu lieu de mai à septembre 2020 et 33 pays membres africains ont participé à ce sondage Global 1. Et nous avons extrait les données de la région et nous les partageons avec vous. Plus de 69% des pays dans notre région ont signalé de 50 à 60% d'augmentation de blocage budgétaire dans la gestion des MNT. Alors, dans la deuxième partie du sondage, 40 pays membres africains ont répondu. Plus de 50% d'entre eux ont signalé des perturbations dans le diagnostic du cancer, dans la gestion du diabète et d'autres MNT. Les pourcentages de perturbations de services MNT sont plus élevés dans la région OMS africaine que dans le reste du monde. Les politiques et les plans et les mécanismes ont été recommandés et mis en œuvre après le premier tour du sondage et ainsi que le deuxième. Les recommandations comprennent la communication avec la communauté, plus de personnel, de donner plus de priorité aux MNT, des interventions d'auto-soins, la délégation de rôles de santé et la déclaration de plusieurs services différents en une seule visite médicale. Merci, professeur Aminatou. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous assurer que la participation sociale et dans la construction ou dans la mise en place de systèmes de santé et de plans de préparation aux situations d'urgence résilients et qui seraient centrés sur les personnes? Eh bien, vous le savez, ici à l'OMS en particulier, dans le contexte du COVID-19, comme d'autres intervenants l'ont dit, il est important de s'assurer que les soins sont centrés sur les personnes, ainsi que, bien sûr, des systèmes de santé résilients. Et pour nous, il faut nous engager dans la direction suivante. D'abord, il faut promouvoir
l'alphabétisation de santé, si vous voulez, ainsi que la responsabilité et le renforcement de mécanismes pour impliquer les communautés, les organisations de la société civile dans la planification des priorités, mais également dans la prestation des services. Et donc, nous devons nous adresser aux décideurs politiques pour promouvoir cette approche. Et nous devons également coordonner le secteur et renforcer la participation de toutes les parties prenantes et créer des processus qui peuvent mieux comprendre les besoins des personnes avec des MNT. Ainsi que nous devons également nous adresser aux professionnels et la manière dans laquelle ils s'engagent auprès de ces communautés de personnes avec des MNT. Donc, voilà, bien sûr, il faut promouvoir une alphabétisation en termes de santé et s'adresser aux décideurs politiques. Donc, maintenant, je voudrais m'adresser au Dr Ephantas Mare, qui est chef de département MNT au ministère de la Santé du Kenya. Il a travaillé avec... D'après vous, Monsieur Marais, selon vous, de quelle manière la pandémie de COVID-19 a-t-elle révélé la nécessité d'une implication plus concrète et significative de la société civile et des personnes vivant avec des MNT pour garantir des plans de santé et de développement centrés sur les personnes? Merci beaucoup de me donner cette occasion de vous expliquer comment le ministère de la Santé au Kenya a impliqué des personnes vivant avec des MNT, que ce soit de la société civile ou des personnes. Et donc, je voulais d'abord parler du fait que la pandémie a démontré le besoin pour une application plus importante de la société civile dans la mise en œuvre des efforts du gouvernement. Et ceci a été clairement montré, particulièrement au début de la pandémie de COVID-19, où nous avons mené, où nous avons fait des découvertes, disons, intéressantes, que 33%, par exemple, des services de santé manquaient des médicaments nécessaires pour traiter les personnes exposées au COVID-19, que 43% des décès de COVID-19 étaient associés à des comorbidités, et ces comorbidités étaient surtout dues au diabète et à l'hypertension. Alors, avec ceci devant nous, nous nous sommes rendus compte que près de 82% des centres de santé n'avaient pas de mécanisme pour communiquer directement avec les personnes vivant avec des MNT. Et donc, cela nous a montré un besoin au niveau du ministère de travailler de manière rapprochée avec la société civile et avec les personnes souffrant de MNT pour nous assurer que nous ayons des services MNT continus, que ce soit, y compris du soutien psychosocial. Et donc, à cette fin, nous avons créé un comité COVID-19 qui avait des représentants de la société civile, de personnes vivant avec les MNT, le service, le secteur privé également. Et donc, pour voir comment nous pouvions nous rapprocher des personnes souffrant de MNT pendant la pandémie. Et nous nous sommes également rendus compte qu'il y avait des craintes, des mauvaises informations diffusées sur le COVID, et ce nous a montré qu'il y avait vraiment un besoin de communiquer directement avec les personnes avec des MNT, non seulement avec des informations, mais pour les aider à prendre des décisions sur leur santé. Et vraiment, les organisations de la société civile ont été très utiles dans le soutien qu'ils ont apporté au ministère pendant la pandémie. Ils ont même pu
accéder directement au ministre de la Santé et leur intervention a mené à des développements très positifs dans notre manière de nous adresser à la pandémie et élaborer des systèmes que nous continuons à utiliser. Donc, Dr Marais, la pandémie a-t-elle été un déclic pour la perception publique et politique de l'importance d'investir dans les MNT et de donner la priorité aux besoins des personnes vivant avec des MNT dans le cadre de la réponse nationale au COVID-19? Je dirais un grand oui. Le COVID a révélé les vulnérabilités du système de santé dans le soutien qu'il peut apporter aux personnes avec des MNT. Et il est clairement très important de prioriser les MNT et d'investir dans les MNT. Ceci a été quelque chose que nous avons clairement observé vraiment dès le début de la pandémie. Nous nous sommes rendus compte que les cliniques de MNT, donc le point de prestation des services de santé, ont été convertis en centres COVID. Donc, les personnes vivant avec des MNT n'avaient plus de centres de santé dans lesquels aller avoir les soins dont ils avaient besoin. Et donc, nous sommes rendus compte qu'il y avait un besoin de revoir comment nous pressions les services pour les personnes avec des MNT. Quelle est la valeur d'explorer cela en matière d'égalité de santé vis-à-vis des MNT? Les modèles en question, les signes d'intervention, c'est la passion et que ça soit faisable et acceptable, centré sur la communauté, de pouvoir avoir la participation à la politique et la planification. En tant que ministère de la Santé, nous croyons en collaborant avec nos clients, la société civile, les personnes qui vivent avec les MNT et nos travailleurs sur le front de la santé. Ce sont pour ces raisons-là que le comité intersectoriel des MNT a été établi dans ce pays et c'est co-présidé par le directeur général, mais aussi avec l'Alliance NCD dans ce pays. Et c'est un plaisir d'avoir le ministère de la Santé impliqué et travailler étroitement ainsi avec la société civile et d'autres parties prenantes non étatiques, en particulier donc la société civile et les individus qui vivent avec des maladies non transmissibles. Pour aller de l'avant, nous allons nous assurer que les inégalités qui existaient en raison d'éléments numériques et d'alphabétisation soient réduites et la résolution est absolument essentielle dans ce sens pour pouvoir traiter les patients avec de ce type de difficultés. Donc, une plateforme additionnelle de prestation des services, pouvoir permettre aussi aux prestataires de services de santé de pouvoir prendre contact avec les individus qui vivent avec les maladies non transmissibles, soit géographiquement, soit techniquement. Merci beaucoup, Dr Marais. Je crois que tous nos gouvernements sont conscients des besoins qui existent d'investir dans la santé de nos populations en cette période de pandémie. Et j'aimerais vraiment écouter maintenant Madame Léa Kilanga. Vous êtes la fondatrice et directrice de l'Organisation africaine de la drépanocytose. En tant que personne qui vit avec cette condition, que signifie pour vous un système de santé centré sur les personnes? Et pourquoi est-il essentiel pour lutter contre le MNT de garantir un système de santé universel ainsi que la résilience et le rétablissement après la COVID-19? Merci beaucoup, Aminatou, de m'avoir donné cette parole et de m'avoir présenté ainsi et de me donner un rôle de panéliste. Donc, pour les personnes qui vivent avec la maladie non transmissible, dans les années où je travaillais donc dans ce domaine et j'ai travaillé en tant que patient
en tant que patient au travers des systèmes de santé. Je crois qu'il y a eu des grands succès et a été et continue d'être l'implication des individus, de comprendre comment les personnes comprennent cela. C'est une gamme de parties prenantes dont la participation et collaboration permettent ainsi à tout le monde d'être soigné, en particulier les populations les plus vulnérables et les personnes qui vivent avec des maladies non transmissibles. En tant que défenseuse, personnes qui vivent avec une MNT, c'est une priorité absolument par rapport à la riposte à la COVID, non seulement dans la région, mais de pouvoir mieux comprendre la complexité des maladies non transmissibles, comment les financements sont établis, comment ceci et les réponses sont apportées, d'avoir une participation plus inclusive du bas vers le haut, une approche de cette nature. Et je pense que pour l'Afrique puisse atteindre son potentiel absolu, on doit s'assurer que la population soit au centre de nos considérations. Des changements de perception peut-être sont nécessaires et les personnes comme moi, dans mon opinion, comme la mienne, ont besoin de leadership, de pouvoir se retrouver dans le cadre de l'accès et la qualité des soins et dans la vie de tous les jours et en période où les communautés sont affectées. Et on peut contextualiser cela dans le cadre de travail et d'être centré sur les individus et les parties prenantes. Vous tous, en fait, qui veulent façonner l'Afrique, de faire encourager la société civile dans ce sens. Pour cette audience, on a besoin d'une cohésion sociale en Afrique pour que toutes les parties prenantes puissent se retrouver, en particulier dans ce contexte de la COVID-19 avec les maladies non transmissibles et tout ce à quoi nous sommes confrontés, montre vraiment la capacité de l'Afrique à être résiliente et récupérer, de vivre, même avec des maladies non transmissibles, de pouvoir vivre à plein potentiel. Nous devons accorder la priorité à la personne dans la réponse que nous apportons dans ce domaine. Tout à fait, Léa, et vous êtes la mieux placée probablement pour partager avec nous des exemples inspirants qui renforcent l'idée d'impliquer de manière significative les communautés et les personnes vivant avec les MNT et la société civile dans les réponses à la COVID-19. Est-ce que vous voulez partager des exemples avec nous? Oui, j'ai deux exemples qui sont en fait très similaires, mais dans le cas de groupe du Kenya avec les personnes qui vivent avec les MNT, il n'y avait pas de Caucase par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on entend par là avec le Kenya? C'est que nous avons donné la priorité à l'implication significative pour les personnes qui vivaient avec les MNT et ont investi essentiellement dans ce sens de pouvoir développer cela au niveau international. Cela n'aurait pas été possible d'en être où nous en sommes. Donc, ceci a été développé durant la pandémie où nous avons pu partager les problèmes, le manque d'accès aux médicaments essentiel. Cela nous a permis en fait d'avoir une plateforme qui nous a permis de pouvoir poser les questions pertinentes lorsqu'on en avait et faire la défense, pouvoir avoir des cliniques ouvertes qui étaient initialement fermées et puis qui ont pu rouvrir, apporter des conseils aux personnes qui vivaient avec les MNT. Et ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils donnent la priorité pour les individus qui vivent avec les MNT sur le long terme et de pouvoir élaborer ainsi une stratégie pour les personnes qui vivent avec le MNT pour le Kenya. Le deuxième élément, c'est que l'OMS a informé dans sa déclaration pour les personnes qui vivent avec les MNT. On ne pouvait pas simplement nous présenter là. En fait, ils sont venus vers nous et disons cela, c'était une étape considérable pour nous qui nous a permis de galvaniser des années et des années d'efforts de la réponse des MNT pour pouvoir réaliser l'importance de l'implication significative des personnes qui vivent avec les MNT. Je suis ravi que l'Afrique soit les leaders dans le dialogue ici pour nous assurer que nous soyons les leaders. C'est un exemple crucial que je peux partager avec vous avec plaisir. Un très bon exemple, c'est une bonne source d'inspiration. J'ai vu en effet quelques-uns des participants à cela et je vous félicite et vous remercie d'avoir partagé cette expérience avec nous. Je vois également que certains participants nous posent des questions dans le chat. Je voudrais les inviter de les envoyer dans la section des questions et des réponses afin de ne pas oublier d'y répondre.
mettre des questions en français dans le chat, vous pourriez peut-être les transférer dans le Q&A. Comme ça, nous nous assurons de ne pas les oublier. Thank you very much, Lee, for sharing. Merci beaucoup pour votre partage. Je crois qu'il y a un certain nombre de points qui sont ressortis de la conversation précédente, le besoin d'apporter des éléments probants pour les données dans le cadre de la programmation, le besoin de placer les individus au centre de nos considérations et l'exemple que vous avez partagé, Léa, m'a ramené en fait à peut-être appeler Dr Kaushik Ramaya. Vous n'êtes pas la seule, en fait, professeur, en tant que vous êtes conseiller technique à la coalition et le réseau de NCD de l'Alliance et en tant que secrétaire, vous êtes également la présidente élue du réseau Afrique NCD et votre rôle avec le ministère de la Santé de la Tanzanie dans le cadre de ce programme. Il comprend la prévention, la promotion de services créatifs dans les soins de santé primaire et la législation et l'évaluation, monitoring volontaire, évaluation de recherche, beaucoup d'activités que vous faites. Pouvez-vous nous donner des exemples des études de cas de avant et de pendant la pandémie? Pourriez-vous nous éclairer sur le rôle du personnel de santé dans une communication efficace pour la prévention et le contrôle des MNT? Merci beaucoup, Aminatou, pour me donner cette opportunité. Et c'est un privilège de faire partie de ce panel. Je crois que la question que vous posez est très pertinente. Comment est-ce que les personnes qui vivent avec les maladies, les MNT, peuvent jouer un rôle catalyste pour s'assurer que la qualité des soins qui leur sont apportés soit optimale et de bonne qualité? Je crois que en tant que le responsable pour la Tanzanie ici, et pour donner un exemple dans l'environnement de la Tanzanie, c'est que nous avons une association qui appartient à cette alliance et nous travaillons avec le ministère de la Santé pour s'assurer que, quel que soit le programme que nous lançons, soit des programmes durables sur une certaine période de temps. Parce que vous pouvez commencer un programme, mais qui va disparaître une fois que le financement disparaît. Donc, vous devez évaluer la durabilité de ces programmes. Deuxièmement, lorsque vous lancez quelques programmes, que ce soit quelque initiative que ce soit, nous devons consulter les personnes qui vivent avec la maladie. Ce sont les mieux placés pour savoir ce qui va les aider de ce qui ne va pas les aider. Donc, ce que nous avons recherché initialement, c'était qu'il y avait en fait la provision des services que nous pouvons apporter au niveau des soins primaires et des secondaires. Dans le contexte des MNT, lorsqu'on considère cela, même si vous faites des dépistages communautaires ou vous faites des activités de sensibilisation et que vous trouvez des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées auparavant ou des personnes qui ont souffert de la maladie mais qui n'ont pas été contrôlées rapidement, vous devez les orienter vers le système de santé. À moins d'avoir un système, une infrastructure de système de santé qui soit efficace et qui peut être très difficile pour des individus d'être diagnostiqués et donc d'accéder aux provisions de systèmes de santé. Donc, notre objectif était d'abord de définir, construire l'infrastructure pour s'assurer que toutes les personnes qui vivent avec les MNT puissent accéder aux soins. Et cela signifie à différents niveaux. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons organisé un ensemble d'études, tout d'abord avec une clinique de diabète, puis ensuite, elle a été élargie pour une clinique pour les maladies non transmissibles et nous avons établi un partenariat avec les personnes qui vivaient avec les MNT, les prestataires de services et le ministère de la Santé. En même temps, c'est un groupe de maladies non transmissibles dans le cadre de cette alliance avec qui nous avons pu travailler avec le ministère pour pouvoir cadrer les politiques, les réglementations qui étaient nécessaires pour s'assurer qu'il y ait un environnement conductif. Il y a toujours des défis par rapport à ce que nous faisons, mais en fait, si vous persévérez, vous trouverez généralement le succès. Un exemple classique, et lorsque nous avons eu cette COVID 2019, nous avons travaillé avec l'Alliance NCD et pu obtenir des financements. On s'est penché sur les composantes de la crise COVID. Premièrement, comment
accroître la sensibilisation de la communauté, en particulier pour les personnes qui vivaient avec les MNT. C'était eux qui étaient affectés en premièrement avec des comorbidités de la COVID et des taux de mortalité plus élevés. Donc, nous voulions nous assurer qu'ils étaient pris en charge de manière physique, qu'il y ait une bonne prévention et s'assurer qu'ils ne seraient pas affectés par la COVID. Et si des personnes dans leur foyer ne pouvaient pas trop s'occuper de ça, on s'est penché sur une approche communautaire avec une différente approche multifacette pour pouvoir accroître l'application de la communauté. Deuxièmement, nous avons travaillé sur l'infrastructure pour établir où doivent se rendre les cas urgents, dans quel site ils peuvent se rendre et comment nous pouvons nous assurer que nous soyons prêts à traiter et prendre soin de ces patients. Et le troisième élément était de s'intéresser à la chaîne d'approvisionnement. À un moment donné, on s'est penché sur cela parce qu'un grand nombre de ces personnes qui vivent avec les MNT avaient craigné de se rendre dans le centre de santé par crainte d'être composés. Donc, on a introduit un élément mobile pour s'assurer que nous puissions les atteindre dans les endroits où ils habitaient, pouvoir apporter le contrôle et la prestation de services dont ils avaient besoin. Et ceci a été assez efficace, mais en même temps, nous avons travaillé sur la formation des prestataires de services dans la prévention des contaminations et le traitement de toutes les maladies au niveau des soins primaires et de pouvoir mettre en place une équipe de soins intenses qui ne sont pas seulement des professionnels de la santé, mais aussi des ambulanciers, d'autres volontaires de la santé et aussi des personnes qui vivent avec la maladie et donc ont toutes les caractéristiques et ils savent au mieux comment traiter et gérer les personnes qui s'approchent d'eux. Donc, ceci a été très important dans l'implication par rapport à la définition des politiques dans les systèmes politiques, etc. Très bien, merci beaucoup. Ceci est un élément très important et très intéressant que vous avez partagé avec nous. J'ai entendu quelques-unes des leçons qui ont été retenues. Est-ce qu'il y en a eu que vous voulez partager avec nous? Et enfin, comment l'engagement significatif des agents de santé communautaire et des personnes atteintes de maladies non transmissibles peut-il contribuer à une meilleure expérience pour tous? Je pense que sur la base de notre expérience et les différentes composantes que j'ai indiquées, tout d'abord, ils sont les mieux placés. Ils savent mieux que tout le monde quel type de service ils ont besoin d'accès et quelle est la qualité de ces services. Et la qualité doit être des plus grandes normes possibles si vous voulez que les personnes se rendent et aient accès à vos soins. Enfin, ensuite, vous devez faire un audit clinique et établir tout ce qui concerne cela, les différentes perspectives pour une personne qui atteint de la maladie, les perspectives du prestataire de services de santé et par rapport aux perspectives de communication. Deuxièmement, dans le cadre de la planification, parfois vous avez des innovantes, des personnes sur le terrain, des personnes qui ont la maladie et vous, en tant que prestataire de services de soins de santé, vous avez peut-être un niveau d'éducation les plus élevés, mais certaines petites choses simples qui peuvent vraiment faire une grande différence pour les personnes qui ont la maladie. Et donc, je crois qu'on devrait être prêt à les écouter et de savoir et de prendre cela en compte pour rendre le système de santé plus efficace. Et troisièmement, le plus grand défi est en rapport avec la chaîne d'approvisionnement. C'est le dernier élément, le dernier kilomètre, ce qu'on appelle depuis le centre de santé et jusqu'à la personne qui vit dans sa maison avec la condition, comment assurer qu'ils reçoivent les besoins, les fournitures dont ils ont besoin. Et ceci est essentiel. Si cette personne a besoin de la santé, ils doivent avoir les moyens pour s'assurer que sa maladie est bien contrôlée. Et si vous n'êtes pas en mesure d'apporter la meilleure des qualités de soins et vous ne pouvez pas apporter les médicaments, il y a ici un défi majeur. Je crois que ces trois composantes doivent venir des personnes qui ont la maladie pour pouvoir les ajuster, finaliser et vous assurer que cela soit aussi efficace que possible. Merci beaucoup pour cette intervention et merci à tous nos panélistes. Je vais maintenant, on a parlé de l'écoute et je voudrais vous présenter notre premier chat Fireside en invitant Ferdinand Monsieur Sonoyeux de la société civile de NCD du Cameroun. Il est le président de
qui fait partie dans le cadre du développement pour stimuler les solutions durables par rapport à ce type de défi. Il va présenter quelques innovations innovantes de la société civile. Et merci beaucoup de partager cela avec. Merci beaucoup. Et je tiens à remercier la NCD Alliance pour cette occasion de participer à cette plateforme et également de vous remercier pour les informations reçues depuis la dernière fois que nous avons parlé. Alors, je veux commencer par dire qu'en mars 2020, le Cameroun avait environ 10 cas de COVID-19 quand le gouvernement a pris des mesures très strictes et à très long terme. Et au début, nous n'avions pas vraiment une indication des défis aux personnes qui seraient vulnérables et les mesures qui devraient accompagner ces mesures gouvernementales pour soutenir ces personnes. Et donc, pour le mois, au mois d'août, l'Alliance MNT a commencé un processus pour développer une stratégie de communication et de plaidoyer qui nous permettrait de nous assurer que les personnes avec des MNT soient priorisées dans la réponse au COVID-19 au Cameroun et que ceci était fait dans le contexte d'une couverture de santé universelle. Et donc, nous avons passé certaines choses en revue. Nous avons regardé des rapports qui avaient été préparés ainsi que les plans du comité de réponse et d'autres parties prenantes qui rapportaient sur la réponse au COVID. Et nous regardions spécifiquement comment ces réponses prenaient en compte les personnes avec des MNT. Et nous avons également décidé de parler avec un bon nombre de dirigeants du gouvernement. Et nous avons donc rassemblé des informations, mais nous avons également parlé avec des personnes souffrant de MNT pour avoir leur perspective et pour vraiment savoir ce qui leur arrivait pendant cette période de COVID-19. Et donc, le résultat de nos activités de recherche est que nous avons pu nous rassembler dans une alliance et nous avons regardé les rapports que nous avons eus et nous avons développé des messages clairs qu'il fallait faire passer à différentes parties prenantes, y compris le gouvernement, le public et les personnes qui travaillaient sur les MNT au Cameroun. Nous avons identifié des lacunes très intéressantes que nous avons dû essayer de combler. Par exemple, il était clair que les plans de réponse n'avaient pas vraiment un focus particulier sur les personnes vivant avec des MNT en ce qui concerne la réponse au COVID. Il y avait également un manque de données sur, même si nous voulions soutenir les personnes avec des MNT, nous ne savions pas où ces personnes étaient. Et donc, ça, c'était une grosse lacune. Il n'y avait pas vraiment d'informations sur leurs besoins spécifiques dans cette période. Et donc, c'était très intéressant de découvrir ce niveau de non-engagement dans ce domaine-là. Et lorsque nous avons donc validé nos découvertes, nous avons pu préparer deux versions différentes, en français et en anglais, pour atteindre plus de personnes. Et nous avons visité le ministère de la Santé, une visite de plaidoyer, et après la discussion avec le ministère sur ce que nous avions découvert, nous avons organisé une conférence de presse où nous avons présenté des solutions possibles aux défis auxquels nous étions confrontés. Et un résultat intéressant est que nous avons été invités à la table en tant que groupe de la société civile de faire partie du comité de réponse au COVID-19, comité national de réponse au COVID-19. Et donc, nous essayons de nous assurer que les personnes vivant avec des MNT soient représentées dans la réponse au COVID. Et ceci comprend également la priorisation pour les vaccins, par exemple.
nous voulons nous assurer que lorsque les vaccins sont disponibles, les personnes avec des MNT soient priorisées. Nous le voyons que ça se passe déjà et donc nous avons utilisé l'occasion pour nous assurer que toutes les communications gouvernementales incluaient également des informations pour les personnes vivant avec des MNT. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sonny. Je suis certain que les lacunes que vous avez identifiées au Cameroun sont connues dans d'autres pays de l'Afrique. Donc, merci d'avoir partagé cela. Moi, je vois que le chat est très actif et que la fonction questions-réponses aussi. Donc, merci beaucoup. Je vais juste regarder certaines des questions. Certaines ont déjà obtenu des réponses. Juste pour rappeler à nos panélistes qu'ils peuvent répondre aux questions dans la fonction questions-réponses. Mais il reste quelques questions déjà. Alors, une question de l'Alliance MNT du Nigeria. C'est une question pour le Dr Babatunde. Il demande si la Banque de développement africaine s'adresse aux alliances régionales MNT. Alors, Dr Babatunde? Non. Non, nous allons passer à une autre question. Ah oui. Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous m'entendez? Oui. La façon dont nous travaillons en tant que Banque de développement africaine, nous avons des États membres qui sont donc les pays africains et nous travaillons avec eux ainsi que le secteur privé pour essayer de créer des partenariats et des alliances. Mais ce n'est pas seulement du financement que nous faisons. Nous menons également des dialogues multipartites et dans l'Organisation pour la santé en Afrique, par exemple, nous jouons un rôle avec différents partenaires tels que des organisations des Nations Unies. Alors spécifiquement, quand il s'agit de groupes MNT nationaux, nous leur fournissons des informations, de l'orientation, ainsi qu'un soutien financier. Alors, nous apportons toutes sortes de formes de soutien au niveau national et cela comprend généralement les bureaux nationaux MNT. Mais à l'avenir, nous voulons être plus directs dans nos actions et c'est pour ça que je participe à ce dialogue ici aujourd'hui pour que nous puissions nous engager d'une manière plus proche avec les organisations nationales, que ce soit en termes de communication ou en termes d'action au niveau communautaire sur le terrain. Merci. Et il y avait une autre question sur comment est-ce que les institutions financières telles que la Banque de développement africaine peuvent-elles jouer des rôles plus actifs dans les interventions axées sur les comportements. Oui, merci encore une fois pour cette question. Comme je l'ai dit plus tôt, la façon dont nous travaillons en tant que banque, nous sommes une institution financière. Nous sommes une banque de développement. Nous travaillons généralement avec les États membres en termes de financement. Mais lorsque nous le faisons, cela, par exemple, quand il y a des urgences telles que la pandémie actuelle ou la crise de l'Ebola, nous travaillons avec des pays, nous leur donnons un financement, mais nous nous adressons également aux organisations de santé de la société civile. Alors, quand il s'agit, par exemple, de comportements autour des MNT, etc., nous avons déjà fait pas mal de travail là-dessus. Nous avons
créer des centres, que ce soit au Rwanda, en Ouganda, pour traiter certaines des questions médicales liées au comportement. Néanmoins, nous sommes en train de finaliser notre première stratégie pour une infrastructure de santé de qualité en Afrique. Et dans cette stratégie-là, nous nous assurons que nous nous adressons aux questions de partenariat et nous voulons être plus délibérés dans notre intervention en tant que banque. Nous ne voulons pas nous adresser uniquement de manière ad hoc. Nous voulons le faire d'une manière beaucoup plus délibérée et cela nous aidera également à gérer certaines des problématiques de santé en général, y compris celles des MNT sur le continent. Alors, ma présence ici aujourd'hui démontre que nous voulons nous rapprocher aux autres acteurs et aux autres parties prenantes, y compris la communauté MNT sur le continent africain. Oui, merci. J'aimerais inviter les autres panélistes à répondre à certaines des questions dans la fonction questions-réponses. Mais je voulais demander au Dr Marais du ministère de la Santé au Kenya. Il y a une question. Pourriez-vous nous parler un peu plus des relations régionales avec le Kenya en comparaison avec l'Ouganda, la Tanzanie et d'autres en termes de la participation des parties prenantes? Dr Marais? Merci beaucoup pour cette question. Je voulais d'abord faire un commentaire sur la question, par exemple, de la taxation de nourriture malsaine telle que les boissons gazeuses très sucrées. Et c'est quelque chose que nous voulons, sur lequel nous travaillons au niveau du gouvernement national ainsi qu'au niveau communautaire. Et donc, nous discutons en fait d'une politique d'imposition, de taxation à mettre en œuvre. Et nous avons des réunions sur ce thème sur lesquelles nous impliquons les organisations de la société civile. Nous avons également un groupe de l'Afrique de l'Est sur les MNT qui participe aux discussions donc, sur les boissons sucrées. Donc, l'organisation MNT d'Afrique de l'Est a élaboré un communiqué sur ces questions et en tant que gouvernement, que ministère de la Santé au Kenya, nous partageons ce que nous avons découvert avec les autres parties prenantes et je pense que nous réussirons à créer une taxation et donc je voulais parler du fait que beaucoup de choses se passent dans notre ministère sur cette question. Nous discutons avec d'autres secteurs et le ministère de la Santé du Kenya a déjà écrit au ministère de la Santé des pays voisins sur la question justement des boissons sucrées et un comité a été établi qui comprend divers ministères du Kenya, y compris ceux de l'agriculture et des finances, ainsi que la société civile. Et nous sommes en train de développer une communication qui nous permettra de conseiller nos consommateurs en termes de messages sanitaires. Bien sûr que le COVID a retardé nos efforts, mais le comité devrait très bientôt pouvoir rendre compte aux ministères principaux afin de faire avancer le projet de loi. Oui, merci, Dr Marais. Nous allons conclure cette conversation maintenant. Merci
à tout le monde d'avoir contribué et participé. Il reste encore 2 questions, mais ne vous inquiétez pas, on y répondra. Alors, je voulais que nous passions à notre deuxième discussion où nous allons explorer des solutions pour mobiliser les communautés dans notre région africaine pour une approche aux MNT centrée sur les personnes dans un contexte de COVID-19. Donc, nous allons inviter le professeur Gérald Dionga, le président du réseau africain des MNT, le docteur Ladi Ahmed, qui est directeur général de Roche Nigeria, Madame Chantal Boyson, défenseur de la santé mentale en Afrique du Sud. J'ai vu dans le chat certaines questions liées à la santé mentale. Donc, je voulais commencer avec le professeur Dionga. Pouvez-vous nous en dire plus sur la manière dont puisque vous êtes un fondateur de l'Alliance MNT du Kenya et de l'Afrique orientale, et donc un membre de l'Alliance globale sur les MNT, est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur la manière dont les communautés ont été affectées par la pandémie et comment les alliances MNT ont adapté leurs opérations pour soutenir les communautés touchées, en collaboration avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile? Merci beaucoup. Je tiens premièrement, en tant que membre du conseil de l'Alliance des MNT, remercier ceux qui ont organisé cette plateforme. Comme tous les autres intervenants l'ont dit, le COVID-19 a vraiment exposé les faiblesses des systèmes de santé africains au début et même jusqu'à présent. Il y a jusqu'à mai-juin l'année dernière où il y a eu un pic, environ 50% de nos services de santé pour l'hypertension étaient perturbés complètement ou très fortement. La dialyse était tombée à 40% du rendement et nos soins de diabète étaient tombés de 70%. Beaucoup de nos personnels de santé ont été réassignés au COVID-19 sans penser à la continuité des soins pour les personnes avec des MNT. Il n'y a eu aucune discussion sur ce point et tout a été fait de manière urgente. La prévention des cancers a été arrêtée et finalement, le système de santé entier a été détourné sur le COVID par panique et sans penser à des alternatives pour les systèmes de santé dans une pandémie. Donc, ceci a exposé les faiblesses de notre système de santé. Et comme vous l'avez vu, toutes ces décisions ont été prises sans l'implication ou la participation des communautés qui auraient aidé, que ce soit le secteur privé, le secteur des affaires, le secteur de la santé, les personnes atteintes par ces maladies. Ni la société civile non plus n'ont été impliquées de quelque manière que ce soit au début. Ce n'est qu'après beaucoup de plaidoyers, quand les choses s'empiraient, que finalement, les gouvernements ont commencé à créer des mécanismes où nous pouvions avancer sur ces questions. Et les potentiels qui ont été examinés par les alliances MNT à l'époque étaient les possibilités, par exemple, de faire du sport à la maison, les possibilités de la télémédecine et la livraison à domicile de médicaments à l'aide de mécanismes locaux, que ce soit des motocyclettes ou d'autres façons de faire les choses. Et donc, un système de santé primaire résilient qui serait capable de faire face à une pandémie et continuer à offrir des services aux MNT serait très important parce que les personnes les plus touchées étaient des communautés, les personnes avec des MNT avaient plus de risques d'attraper, d'être infectés et ils avaient également des morbidités et des mortalités plus importantes.
et beaucoup des mortalités MNT ont été mises sur le compte du COVID, tandis que c'était plutôt l'exacerbation des MNT. Et donc, quand on parle de communauté, qu'est-ce qu'on veut dire par ces communautés? Bon, notre organisation, l'Alliance MNT Globale, a offert des orientations. Nous avions un groupe de travail MNT sur le COVID-19 qui travaillait avec les alliances régionales et nationales MNT pour partager les meilleures pratiques et les solutions pour confronter la pandémie du COVID ainsi que les MNT. Et donc, il y a eu beaucoup d'activités, des activités de formation sur le signalement à travers des comités dont a parlé le Dr Marais. Il y a eu des discussions collaboratives qui ont mené un communiqué gouvernemental sur les mécanismes, sur comment recommencer les activités de traitement des MNT. Dans le secteur privé a une forte participation dans l'élaboration de solutions pour fournir des services pour les MNT. En période de COVID-19, nous avons eu des webinaires pour partager les meilleures pratiques de gestion des maladies. Nous avons eu des journées de conscientisation sur différentes maladies pendant la pandémie. Alors, la détection des MNT pourrait, par exemple, comprendre la mesure de la tension artérielle chez les personnes les plus vulnérables. Et donc, ce sont des choses que nous avons examinées. Donc, l'application de différents niveaux de la société dans la prise de décision, dans le renforcement d'un système de santé qui serait résilient et pourrait absorber une pandémie et continuer à fournir les services pour les maladies chroniques, n'est pas réservé au gouvernement uniquement, parce que c'est une collaboration entre toutes les composantes de la société. Merci. Oui, voilà l'importance d'une approche multisectorielle. Je pense que le docteur Ladi Hamid, avant de devenir directeur général de Roche Nigeria, a travaillé dans plusieurs pays sur le développement des politiques sur différentes maladies. Donc, comment pouvons-nous faire en sorte que la pandémie de COVID-19 soit un tournant dans l'action en ce qui concerne la manière dont nous revisitons le concept de centrage sur les personnes et la participation significative des personnes vivant avec des MNT dans les réponses aux MNT et aux soins de santé primaire. Merci beaucoup, Aminatou, et merci à l'Alliance MNT pour l'invitation. Et je suis reconnaissant pour aux autres intervenants. Alors, beaucoup d'informations ont été données sur l'impact du COVID-19 sur les systèmes de santé, nos systèmes de santé fragilisés. Et je pense qu'une des choses clés que nous avons vues en termes de collaboration et de partenariat entre les secteurs publics et privés était la créativité qu'a apporté le secteur privé à la résolution des défis auxquels nous étions confrontés. Par exemple, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ou même de diagnostic. Et une des choses que nous devons faire et que nous avons apprises du COVID et que nous voulons maintenir après le COVID, c'est de renforcer cette collaboration publique-privée et vraiment impliquer le secteur privé parce qu'il a démontré qu'il était capable de surmonter toutes sortes de défis. Leurs services et leurs produits peuvent aller du point A au point B, ainsi que les patients. Et un exemple clé que nous avons vu au Nigeria était la demande de la part du gouvernement pour que les collègues du secteur privé rejoignent
nous aide à renforcer les mécanismes en fait de diagnostic en utilisant leurs ressources dans les laboratoires publics pour renforcer justement la participation du secteur privé nous a vraiment aidé dans la réalisation de diagnostics à grande échelle. Également, l'utilisation de technologies numériques sera très importante. Nous utilisons des cours à distance pour les différents techniciens qui sont appliqués dans nos systèmes de santé pour renforcer leurs connaissances et leurs capacités en tant que professionnels de la santé. Dans tous les pays et surtout là où il y a des vastes espaces géographiques à combler, l'utilisation de ces technologies numériques sera importante et nous aidera également à entendre la voix des personnes vivant avec des MNT, à nous expliquer les défis auxquels ils sont confrontés. Parce que si nous ne comprenons pas le parcours du patient et les défis auxquels sont confrontés les patients, que ce soit, nous ne pourrons jamais mettre des politiques en place qui feront une différence pour ces patients. Et puis finalement, une chose qui s'est très bien faite pendant la période de COVID, et nous sommes toujours en période de COVID, était la collecte des données et l'utilisation de données intelligentes pour les prises de décision. Et ça ne doit pas s'arrêter après le COVID, parce que nous n'étions pas auparavant très forts dans la collecte des données. Nous ne savions pas où étaient les patients, quels problèmes ils avaient. Mais avec le COVID, nous avons vu des très bonnes collectes de données, comment les décisions étaient prises à l'aide de ces données. Alors, la question est, pourquoi ne pas continuer avec ces collectes de données et d'analyses intelligentes pour pouvoir baser nos décisions sur ces données pour élaborer des politiques qui auront un véritable impact sur les personnes. Et un dernier point à faire, c'est qu'il faut changer la façon dont le gouvernement pense ou réfléchisse. Nous avons utilisé nos ressources qui étaient déjà minimes pour construire des hôpitaux, mais certaines personnes n'avaient pas de couverture de santé. Ils étaient obligés de dépenser de l'argent qu'ils n'avaient pas pour accéder aux soins de santé. Et ça, ce n'est pas acceptable. Si nous confrontons nos gouvernements et que nous les forçons à couvrir les services de santé de base, les prestataires apporteront ces services et nous aurons, en tant qu'Africains, une position beaucoup plus forte. Par exemple, d'avoir une couverture pour 10, 15, 50 millions de personnes, on peut demander au secteur privé quel est le meilleur prix que vous pouvez nous offrir. Et le secteur, plutôt que ce soit le gouvernement qui essaye de tout gérer d'un bout à l'autre, ce n'est pas durable. Et donc, c'est une façon où nous pouvons avoir un impact important dans la gestion des MNT. C'est donc l'application du secteur privé. Donc, finalement, quelles actions supplémentaires pourrions-nous entreprendre pour nous assurer que la valeur partagée est mesurée dans une optique centrée sur les personnes? J'ai parlé de la collecte des données. La collecte de données a un impact sur la vie des gens. Et lorsque nous entendons ce qui fait vraiment une différence pour les gens, que ce soit de meilleurs résultats, une meilleure qualité de vie, ce que nous voulons faire, bien sûr, c'est d'apporter une différence à la vie des personnes. Et donc, nous voulons savoir ce qu'ils veulent et prendre des décisions pour ces raisons-là, pas pour une raison de coût. Si nous payons pour des meilleurs résultats, nous obtiendrons des meilleurs résultats plutôt que de fournir vraiment un service minimal de base. Et puis, nous faisons ça et puis nous disons, oui, nous avons fait quelque chose, mais ce n'aide pas le patient qui souffre vraiment. Et nous voulons que tout le monde puisse recevoir le même niveau de service que dans les autres pays du monde. Nous devons vraiment changer notre modèle de paiement pour les services et penser à ça plutôt que simplement à l'infrastructure.
Ce serait vraiment un grand changement et que nous espérons tout à fait. Merci beaucoup d'avoir partagé avec cela. Donc, je voudrais inviter Chantal. Maintenant, Chantal Bozen, en tant que défenseur de la santé mentale en Afrique du Sud et de l'impact qui se concentre sur la création de solutions basées sur les preuves pour soutenir le soin de santé pour les jeunes. En réfléchissant sur le passé et le présent, quelles sont vos recommandations vis-à-vis de la pandémie qui pourraient également aider à sauver la vie et prioriser ainsi les besoins des populations vulnérables? Merci beaucoup. Je crois que tout d'abord, je voudrais vous remercier tous les panélistes qui sont présents dans ce même panéliste. Ils sont des intervenants distingués. C'est un plaisir d'être avec vous. Je me connecte depuis Durban en Afrique du Sud et mon parcours en tant que défenseur et provient en fait du fait que j'ai été diagnostiqué avec un crime de bipolaire il y a 5 ans et différentes conditions expérimentées par les membres de famille et tous les effets de la santé mentale que cela a eu sur ma vie. Cela m'a poussé à explorer les outils de bien-être, d'avoir la curiosité aux soins de santé mentale et de pouvoir stimuler des initiatives à la fois petites et plus grandes et engager des changements dans ma communauté, dans mon pays et globalement. Tellement de problématiques ont une influence sur la santé mentale qui ne sont pas limitées par la biologie, mais il y a d'autres influences majeures telles que les aspects sociaux, économiques, environnementaux et technologiques. Cela n'est pas un mythe que la santé mentale est la maladie orpheline de la santé depuis de nombreuses années et cela signifie que les efforts doivent être, par rapport à cela, doivent être plus importants, qu'il y a encore beaucoup de lacunes, de besoins des manques en investissement, de financement, de soins de santé et c'est clairement quelque chose qui a besoin d'avoir une intervention préventive supplémentaire et d'intervention pour les personnes qui vivent ou expérimentent les problèmes de santé mentale, sans oublier le manque de personnel qualifié. Donc, il y a également une relation avec le système économique ont été magnifiés par la COVID-19 avec le financement pour les vaccins va remplacer le financement pour d'autres soins majeurs qui en soi sont très stupides en fait pour être honnête avec vous. C'est absurde de considérer cela si vous considérez le contexte politique de notre pays et comment les dépenses et la corruption peuvent jouer un rôle sur les financements que nous avons déjà en soins de santé. Cela a été évident dans le cadre du budget du ministère de la Santé qui a annoncé une réduction massive des dépenses planifiées pour la santé publique par 1 milliard de rand, soit 6,5 % de réduction sur les soins de santé pour les 3 années à venir. Donc, considérez ce chiffre et considérez les 5 % minimaux nécessaires pour le budget de la santé qui doivent être alloués à la santé mentale. Et à partir de là, vous pouvez imaginer que la majorité des dépenses sont consacrées pour les patients qui sont en internement et que la moitié est dépensée dans l'intervention et l'intervention précoce. Ce n'est clairement pas une photo très agréable. La COVID-19 a également perturbé les effets sur nos communautés et en faisant cela et à différentes étapes de la pandémie en Afrique du Sud, des procédures qui étaient considérées comme étant électives n'ont pouvait pas avoir le titre de priorité pour accommoder les patients qui étaient pris en charge pour la COVID. Cela signifie que les personnes qui avaient expérimenté ou développé des problèmes de santé, tels que le cancer ou d'autres diabètes qui n'ont pas été traités, ne pouvaient pas consulter et avoir un traitement immédiat par rapport à la santé, ce qui a eu un impact énorme sur leurs attentes au niveau de la vie. Donc, pour les différents commentaires que j'ai pu recevoir de la part de nombreux docteurs, ils ont connu une augmentation massive du nombre de patients une fois que cet embargo de procédures électives ont été très importantes et beaucoup de patients n'ont pas été traités dans les temps qu'il fallait. Dans un grand nombre de cas, ici, on parle de millions de patients. Vous pouvez seulement imaginer l'impact qu'une telle situation peut avoir en Afrique du Sud. Et je suis absolument passionné par rapport à cela mais près de 80 des
population noire rend visite aux docteurs au moins une fois par année. Et nous échouons de pouvoir intégrer cela dans nos systèmes de santé actuels. Et donc, dans une pandémie avec des accès encore moins visibles pour les soins médicaux, c'est une augmentation naturellement. Et cela, pour moi, est une majorité, une opportunité complètement oubliée par rapport à une intervention dans ce sens. Je peux m'asseoir ici et vous dire que j'ai beaucoup d'espoir concernant l'environnement politique où notre système de santé opère actuellement, mais je dois être honnête. En fait, j'ai beaucoup de difficultés par rapport à cela. Je travaille avec et pour des organisations non lucratives par rapport à ce qui peut être ajouté dans les dispositions pour aider les communautés à survivre aujourd'hui, vivre jusqu'à demain et pouvoir traiter des problématiques qu'ils ont rencontrées hier. Et ceci est une tâche énorme, en fait. Et on a besoin de tellement d'acteurs impliqués dans ce sens. Et l'aspect le plus important est que notre gouvernement échoue dans chacune de ces dispositions. Je n'ai pas toutes les réponses, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que chacun et chacune d'entre nous qui ont des santé mentales qui se détériorent dans le cadre d'une pandémie, ceci a augmenté de manière exponentielle et la prise en charge de la santé mentale dans un grand nombre de pays suite en fait une focalisation verticale fragmentée par rapport à l'observation et de pouvoir atteindre les objectifs de bonne santé, de développement durable et de bien-être. On ne peut pas continuer à se focaliser sur un système maladie de santé mentale ou tout autre système. Cela n'est tout simplement pas durable. Merci. Merci, Chantal. Je crois que c'est en effet une bonne conclusion de ce second panel et de pouvoir remontrer le besoin vraiment de pouvoir se focaliser, qu'on a tendance à oublier à cet aspect de ces maladies non transmissibles. Donc, merci d'avoir apporté cela à la discussion et d'avoir le rôle de défenseuse dans ce sens. Dr. Hamid, professeur Yonga, merci beaucoup et Madame Bouzen pour votre perspective régionale. Et je suis sûr que cela a suscité un grand nombre de questions et de commentaires et celles-ci seront répondues dans le cadre de notre deuxième partie de discussion Fireside. Vous pouvez poser vos questions dans la case des questions et des réponses et nous demanderons à nos panélistes de bien vouloir répondre à autant de questions que possible. Mais avant de faire cela et d'en revenir à ces questions, de vos questions et réponses, j'aimerais inviter Monsieur Karl Manlin pour pouvoir définir la tonalité. Vous êtes le leader pour le hub régional de l'Afrique de l'Ouest, pour l'engagement avec la communauté, avec la fondation EcoBank, où vous travaillez en Afrique. Donc, vous êtes à l'intersection entre la société civile et le secteur privé, et les secteurs privés. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire comment les gouvernements, les organisations multilatérales, le secteur privé concerné, la communauté des MNT peuvent-ils mettre en œuvre une approche intégrée et centrée sur les personnes pour améliorer l'équité dans le contexte des maladies non transmissibles? Merci beaucoup. En effet, au nom de l'Alliance des maladies non transmissibles, nous allons continuer à travailler avec eux. Nous les avons contactés il y a 3 ans de cela pour parler des meilleures pratiques et ils nous ont répondu de manière très positive. Ils nous ont aidés en fait à développer une structure et un cadre pour le travail que nous réalisons actuellement à la Fondation EcoBank. Ils nous ont aidés à considérer l'idée de travailler avec ce type de maladie de 3 différentes manières. Premièrement, autour de les connaissances, deuxième, les capacités et troisièmement, les ressources financières. Dans notre perspective, nous nous sommes décidés de nous focaliser sur cela. Première année, le cancer, l'année 2 pour le diabète et cette année dans les santé mentales. Tout à l'heure, on parlait de 28 millions de décès potentiellement en raison du nombre de MNT dans la région. Nous avons 36 millions de clients. Donc, techniquement, pour une institution financière, cela pourrait signifier éliminer les actifs complets quasiment de cette banque. Ceci donc est important pour nous de se concentrer sur les problématiques de long terme du continent qui est en fait retardé le travail qui doit être réalisé dans le cadre de la transformation économique. Pour nous, lorsqu'on parle de l'équité, cela
commence par la connaissance. La connaissance, cela signifie que nous comprenons ce que sont les maladies non transmissibles et les problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Nous pouvons ainsi travailler avec notre personnel et avoir une atteinte autour de nos 26 millions de clients, parce que nous savons que lorsque la connaissance est acquise, c'est en fait un bon point de départ pour aborder des problématiques un peu moins sérieuses par rapport à ce que cela signifie, entre autres par rapport à l'accès aux soins et autres. Deuxièmement, les capacités, comment utilisons les 14 000 personnels que nous avons ici, avec par exemple l'Académie de la Banque Fondation EcoBank pour le financement. Et ceci est important parce que cela nous permet d'avoir une conversation qui va dans les deux sens entre les banquiers et les organisations de la société civile. Cela est facilité par la Fondation, mais qui en fait est réalisé par mes collègues de l'EcoBank Academy. Lorsqu'on utilise et on exploite les compétences et les connaissances et les capacités, cela devient plus facile parce que les ressources financières doivent suivre et nous pouvons comprendre quelles sont les problématiques, quelles sont les capacités et on ne peut pas vraiment savoir comment nous pouvons mentionner de cela. Donc, nous avons contribué à un fonds de solidarité avec les sociétés civiles et nous leur faisons confiance pour pouvoir traiter de ces problématiques. En tant qu'institution financière, nous n'avons pas d'outils particuliers ou de cadres de travail, de monitoring et d'évaluation qui sont nécessaires pour soutenir ces activités. Mais nous avons la conviction qu'en ayant une forte collaboration avec des alliances telles que l'Alliance NCD qui travaille avec différents pays, avec différents groupes d'alliances, nous avons l'opportunité de pouvoir apporter une contribution plus importante dans la lutte de ces maladies non transmissibles sur le continent et potentiellement au-delà. Donc, l'équité est centrale à comment nous nous engageons et l'élément clé ici est essentiel sont la connaissance et les capacités, comme je l'ai indiqué. Et cela devrait être pour moi, en fait, une manière comment une organisation du secteur privé et du gouvernement peut s'impliquer sur les problématiques de la société civile et quelles connaissances avons-nous du pays. Une de mes collègues a parlé de la difficulté d'avoir le manque de données, d'autres ont parlé de la qualité de ces données et l'autre personne a mentionné qu'en dépit de COVID-19, nous continuons à penser de manière verticale. Nous devons vacciner nos populations, mais cependant, nous avons entendu de la part de nos panélistes que pour des personnes qui vivent avec les MNT, il y a certains ajustements qui doivent être faits pour pouvoir avoir accès aux médicaments et afin d'être vaccinés ensuite. On n'entend pas beaucoup parler de cela, en fait. Et en fait, quand on parle de la santé d'un individu et de s'assurer que toute personne puisse avoir accès à un cabinet médical puisse être diagnostiquée pour ce qu'il souffre est absolument fondamental plutôt que d'avoir recevoir. Et je vais faire une pause ici, savoir si vous avez d'autres questions à me poser. Très bien, merci beaucoup pour cette contribution, Carl. Je crois que c'est une bonne introduction pour la séance des questions et des réponses et je suis sûr que toutes ces discussions vous ont apporté, suscité beaucoup de discussions, de commentaires et de questions. J'en ai vu quelques-unes. Je remercie les panélistes et les facilitateurs qui ont répondu à ces questions. Je peux voir que certains d'entre vous ont un compte Twitter. Vous pouvez nous envoyer un tweet si vous voulez sur cet événement avec le hashtag ActOnNCDs pour continuer la conversation, la discussion dans les médias sociaux. Et je regarde le chat. Il nous reste encore 4 questions auxquelles nous n'avons pas encore, 3 questions, pardon, auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, il y en a 3. La COVID-19, Ben Nazareth, COVID-19 a vraiment exposé un système faible dans la plupart des pays. Les gouvernements doivent mettre à l'échelle les actions, l'intervention, le contrôle et la mise à l'échelle. La gestion des MNT commence avec un système de santé primaire très soit fort, des mesures de prévention, de dépistage et de traitement qui soient centrés sur le client et avec des mécanismes d'orientation et le traitement de ce type de maladie au travers de l'Afrique. On ne doit pas ignorer les directives basées sur les données et dans le traitement et la gestion, la prise en charge de ces maladies non transmissibles. Cela est focalisé tout en augmentant ainsi l'accès
et l'utilisation de médicaments essentiels qui sont nécessaires pour le traitement de ces maladies non transmissibles. Voilà la déclaration et sa question. Et quelles sont les réflexions des panélistes sur son commentaire? Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose par rapport à cela? Chantel, Dr. Hamid, professeur Yonga. Professeur Yonga a levé la main. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Je crois que l'élément le plus important ici est qu'un système de santé qui est fort, qui non seulement s'intéresse aux problèmes existants et les défis, les fluctuations des problématiques de santé au travers du temps, et cela ramène à la question des capacités. Nous devons développer les capacités au sein du système de santé, à la fois pour les prestataires de soins de santé, mais aussi les capacités de nature physique qui soient en mesure de comprendre les fluctuations des défis en matière de santé. Puis après, il y a la question de l'adaptabilité de ces capacités, que celles-ci soient déployées ailleurs lorsqu'elles ne sont pas nécessaires dans un endroit, mais puissent être facilement rapatriées en cas d'urgence avec l'activité de l'armée, par exemple, qui pourrait travailler en temps de paix, pourrait être utilisée pour la construction de bâtiments, mais en temps de guerre, en temps de paix, ils peuvent être facilement déployés en grand nombre. La question du financement devient aussi importante, où la plupart des systèmes de santé en Afrique sont vraiment sous-financés, bien souvent en dessous de la déclaration d'Abuja. Et cela rend vraiment la situation très difficile pour répondre à une pandémie, que ce soit l'Ebola ou COVID-19. Donc, on a tendance à abandonner les idées existantes et les systèmes et à recourir aux problèmes immédiats. Après, l'implication multipartite devient également très importante. L'accès à capacité du secteur privé peut être utilisé de manière innovante en période de pandémie comme actuellement et de pouvoir ainsi éviter les pénuries auxquelles on a pu être témoin l'an dernier dans le cadre de la pandémie COVID-19. Merci. Merci beaucoup, professeur Yonga. Je ne sais pas si d'autres personnes voudraient ajouter un élément de réponse avant que nous amenions cette séance à sa conclusion. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que vous avez des meilleures pratiques à partager pour les parties prenantes dans le sens de l'implication de les communautés par rapport aux patients qui craignent de visiter leur docteur durant la pandémie? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cela? Peut-être Chantal? Qui souhaite répondre à cette question? Chantal, il semblerait que votre micro... Vous pouvez m'entendre maintenant? Ce n'est pas très fort. Et maintenant c'est mieux, oui. Très bien, merci. Je crois que pour moi, en tant que perspective de soins de santé mentale, je crois que nous devons vraiment travailler sur l'établissement de la confiance au travers de notre communauté. Nous ne devrions pas être dans l'activité de créer des espoirs. Je crois que l'idée de cultiver un sens d'espoir dans nos communautés pourront nous aider très loin dans le développement de capacités et des besoins humains que nous avons actuellement. Et malheureusement, nous avons eu un grand nombre important, croissant du nombre de suicides. Cela n'est en fait même si vous avez un niveau de maladie non transmissible, cela ne signifie pas que vous êtes malade physiquement, mentalement, en fait, mais nous avons observé une forte croissance du nombre de suicides, en particulier durant la pandémie. Et pour dire que pour pouvoir tenir les promesses et établir la confiance auprès de nos communautés, je crois que c'est la manière d'aller de l'avant pour construire des systèmes et de sortir de cette pandémie en un seul morceau. Merci beaucoup. Et j'espère que cela répond à votre question. Il y a une autre contribution, puis nous conclurons ainsi. Et avant de...
C'est étrange, je ne vois plus la question ou la main levée, mais Dr. Ladi souhaiterait répondre ou apporter une contribution à cette question. Merci, Amina. Minatou, je crois que le commentaire est tout à fait approprié et montre bien ce que nous devons faire pour traiter les problématiques de santé auxquelles nous sommes confrontés. Je voulais apporter ma voix au professeur Yonga par rapport aux capacités du secteur privé, pas seulement pour la gouvernance, mais aussi pour les organisations des patients devraient pouvoir se sentir à l'aise d'approcher des organisations privées. Vous devez identifier des entreprises du secteur privé qui ont des visions similaires aux vôtres, qui ont les mêmes intérêts et les mêmes inquiétudes pour améliorer les résultats pour les patients. Et je crois que lorsque vous trouvez ce type d'organisation, vous pouvez aligner vos activités et vous assurer que tous vos efforts aillent dans la même direction pour pouvoir ainsi avoir des meilleurs résultats pour les patients. Et ce que je voudrais indiquer ici, c'est dans la voie, le parcours des patients et c'est quelque chose que nous ne faisons pas suffisamment dans deux domaines en particulier. Beaucoup de personnes ne sont pas prises en compte dans le parcours du patient et dans le référencement des patients. Et souvent, le deuxième élément, il prend trop longtemps entre la sensibilisation, la conscience, le diagnostic et le traitement. Et souvent, en particulier avec les MNT, je parle pour le cancer, par exemple, ils sont déjà à une étape statique où les conclusions sont déjà très misérables. Nous devons faire un peu de travail pour nous assurer d'éliminer les barrières par rapport à ce référencement dans le cadre du parcours du patient, que les patients qui soient détectés dans les temps, que ce soit au travers de défis par rapport ou ne pas savoir où se rendre ou à qui s'adresser, qu'ils soient encouragés d'agir rapidement pour avoir une santé optimale, les maladies terminales, à une maladie chronique. Et je crois que cela est le désir pour nous, tout le monde, pour ceux qui ne peuvent pas être guéris, qui peuvent rendre ainsi la vie des patients significative, quelle que soit la MNL dont elle souffre. La MNT dont elle souffre. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a d'autres questions dans le chat. La plupart portent sur la santé mentale, en fait, sur la contribution d'Eva et l'intervention, en fait, comment aider les personnes qui souffraient de santé mentale pendant la COVID-19 avec des spécialistes psychosociaux qui ont atteint des personnes avec la COVID, de pouvoir apporter ainsi un soutien. Cela, ça a été le cas dans plusieurs groupes, en particulier les personnels de santé, ceux qui ne sont pas affectés, ainsi que les travailleurs du secteur de la santé qui travaillaient sur la COVID. Et donc, cela a été apprécié vraiment par tout le monde. Il y a également une question de Wukumaki pour Dr. Florent qui indique, je me demandais si les alliances des maladies NCD, donc dans la région, peuvent avoir rapport avec les autres activités de santé, le contexte des MNT. J'ai vu que nous faisons partie de l'alliance des NCD. Ce serait très bien si l'alliance NCD dans la région africaine pourrait également parler des problèmes de santé orale, étant donné que cela sera discuté dans le cadre du G24, qui est la première fois en 14 ans que cela sera abordé. Je vois que le docteur Lowe est en train d'essayer de répondre à cette question et je vais juste voir les réponses qui sont apportées. Nous avons une autre question, plutôt un commentaire de OBI qui indique son commentaire sur les communications par rapport aux risques, en particulier avec les personnes qui vivent avec des MNT concernant la complaisance par rapport à l'observation des NPI qui sont plus vulnérables à la COVID et les idées sur comment pouvoir établir cela, en particulier dans les catégories de population et comment donner la priorité aux patients qui, pour le vaccin, la plupart, beaucoup d'entre eux refusent. Cette résistance au vaccin est aussi une problématique auquel nous sommes confrontés dans un grand nombre de nos pays. Et comme je l'ai indiqué, je suis représentant pour les NCD, l'Alliance NCD en Afrique du Sud. Elle fait référence au chat par rapport à ce qui a été mentionné sur ce commentaire.
Je vois également dans le chat d'autres commentaires par rapport au système de santé, le niveau de la transparence et les services de financement de gouvernement, le besoin des fonds gouvernementaux pour pouvoir continuer la provision des soins. Et la plupart des sites de santé sont établis pour lutter contre cette maladie et ça existe depuis longtemps par rapport à cela et, en particulier en Afrique du Sud. Beaucoup de commentaires. Je vous invite à regarder le chat et je vous invite à faire des tweets sur la discussion. Nous sommes prêts à conclure notre dialogue. Ceci était une longue discussion. Merci beaucoup à vous tous qui ont pu participer à cela. Et pour résumer, Donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que les personnes ne sont pas des maladies. Ils ont des besoins de santé multiples et s'il a été très difficile pour les pays de soutenir les investissements pour les MNT. Et la pandémie a clairement montré l'importance de systèmes de santé primaire axés sur les personnes. Et l'accès au système de santé primaire doit comprendre la prévention, le diagnostic et les traitements. Et d'investir dans les systèmes de santé primaire est la manière la plus rapide de créer une couverture de santé universelle pour se protéger contre les maladies actuelles et à venir. Et donc, c'est moi-même ce que j'ai retiré de cette réunion, qu'il faut renforcer l'approche communautaire de la santé. Ça veut dire conscientiser les communautés. Il faut former les professionnels de la santé, les professionnels communautaires aussi, les agents communautaires aussi, pour renforcer tout cela et renforcer l'accès au diagnostic. Et il est également critique que nos ministères comprennent non seulement le besoin pour de la médecine, mais les besoins pour des soins, des produits d'auto-soins. Et donc, avec nous et avec tous les autres partenaires qui font partie de cette coalition pour l'accès à des produits MNT, nous essayons de développer des solutions centrées sur les humains et pour qu'ils puissent avoir accès aux médicaments nécessaires, que ce soit l'insuline ou autre. Et je voulais terminer en remerciant tous nos intervenants, le professeur Léa Kilenga, Ferdinand Sognoy, le professeur Yonga, le docteur Ladi Hamid, Chantal Boysen, Karl Molland pour vos contributions. Et franchement, à toutes les personnes présentes, un grand merci. Une synthèse des discussions sera écrite et sera disponible. Et donc, merci d'avoir participé à cette conversation sur la participation pratique des personnes atteintes de MNT. Et je tiens également à remercier nos interprètes en ligne. Je suis certaine que la traduction a été absolument fantastique. Quand je vois tous les participants, je suis également impressionné par l'intérêt que vous avez porté à cette conversation. J'espère que vous continuerez à interagir avec la NCT Alliance et que je tiens particulièrement à remercier pour nous avoir accueillis et m'avoir permis de modérer cette conversation. Et donc, j'ai hâte de revoir tout le monde lors d'une prochaine séance. Donc, merci à tout le monde et je conclurai en demandant à tous les intervenants d'activer leur caméra pour que nous puissions prendre une photo des intervenants de l'événement.
J'espère que les assistants techniques nous aident. Et donc, merci et passez une bonne journée. Au revoir.